Le coup de marteau. Le coup de marteau d'Éric Donessé. Bonjour Éric Donessé Bonjour. et merci, beaucoup d'être avec nous ce matin. Vous êtes, je le rappelle, directeur du CF2R, Centre français de recherche, sur le renseignement. Alors, point, tour d'horizon, international et Dieu sait qu'il y a des choses à dire. On va commencer par la scène, du Proche-Orient avec, notamment ce conflit israélo-palestinien, ce tir contre ces 7 humanitaires de l'ONG World Central Kitchen. Oui, effectivement, le drame à Gaza continue. Alors, encore une fois, il faut le redire avec force, ça n'obère en rien le fait qu'il y ait eu un massacre tout à fait inhumain, inadmissible le 7 octobre avec 1200 victimes. Mais aujourd'hui, on est à plus de 32 000 tués et 74 000 blessés côté palestinien. Et j'ai envie de dire, même si ces chiffres sont augmentés de 50% de la part du Hamas, ça veut dire que c'est quand même un chiffre absolument incroyable. Il faut rappeler que les Russes ont fait à peu près 30 000 victimes civiles en 25 mois de conflit. Ça veut dire que les Israéliens en font 4 fois plus proportionnellement et que, encore une fois, pour 1200 personnes tuées, ce qui est horrible, ils ont fait quasiment 20 fois plus de victimes en face et ça, c'est inacceptable. Ouais. Quel que soit le soutien que nous apportons depuis longtemps à l'État israélien, il y a quand même des limites qui sont aujourd'hui franchies. Alors, ce qui est intéressant, c'est qu'on le voit. On le voit notamment à travers le magazine Haaretz, mais aussi beaucoup de Mmh. témoignages dans Courrier International d'un certain nombre de soldats israéliens, dont un psychologue d'ailleurs, qui considèrent que leur pays dérive, qu'il y a une espèce de logique extrêmement néfaste où les soldats deviennent des héros dès qu'ils tirent sur des Palestiniens. Voilà, on voit bien sûr, c'est aussi un signe de la démocratie israélienne, les protestations augmentées. Il y a des dizaines de milliers, probablement 100 000 personnes qui ont manifesté Mmh. contre Netanyahou, qui est un va-t-en-guerre Ouais. extrêmement dangereux. Et puis, il faut reconnaître aussi, vous le disiez, ces erreurs qui sont inacceptables, notamment des 7 humanitaires qui ont été tués. On a l'impression qu'il n'y a plus de retenue côté israélien et les choses ne vont pas en s'améliorant. Alors, ce qui est intéressant avec, cette «erreur» entre guillemets évidemment, du tir contre les humanitaires de cette ONG américaine, qui au passage, je le précise, était également sur place. D'ailleurs, même le porte-parole, de Tsahal l'a rappelé, était également sur place, en Israël pour aider les Israéliens, avec l'attaque du 7 octobre. Hem, eh bien, c'est que finalement ça a permis une réaction occidentale, face à ces tirs, pour, puisque, les humanitaires sont, en partie, anglais, en partie, en tout cas occidentaux et donc ça a entraîné une certaine réaction. Oui, alors les réactions occidentales, je crois qu'il faut commencer par dire qu'elles sont pour l'instant encore très timides. Ce que fait Israël, un autre État l'aurait fait. Je pense qu'on aurait eu 10 fois plus de réactions. Mmh. Et je crois qu'il est important de considérer Israël comme étant un État comme un autre. Mmh. Je n'oublie pas non plus je dirais le fait que la communauté juive de France peuvent se sentir évidemment solitaire par rapport à ça, mais il est aussi de notre sort de condamner un certain nombre de choses. Voilà. Les réactions, elles sont très partagées finalement en Occident. On a vu Anthony Blinken tenir toujours le même discours en disant Israël a le droit de se répondre, Mmh. mais en même temps, notre but, c'est d'instaurer un État palestinien et il trouve aussi que la façon de réagir d'Israël est de plus en plus critiquable. D'ailleurs, on le voit aussi avec Biden. Néanmoins, il continue à livrer des armes. Côté britannique, des contradictions. D'un côté, Rishi Sunak disant qu'il était horrifié et consterné par ce qui s'est passé avec les 7 humanitaires, dont il faut le rappeler, il y avait 3 Britanniques. Donc ce sont des critiques qui sont extrêmement virulentes. Il demande une cessation de la guerre. Et puis on a Mmh. le va-t-en-guerre britannique patenté, qui est Boris Johnson, qui après avoir entraîné la rupture des négociations entre les Ukrainiens et Les les Russes Russes. en avril de 2022, aujourd'hui qualifie d'insensé tous les appels en faveur d'une fin de conflit, d'un embargo à l'État d'Israël. On a là quelqu'un qui est extrêmement, comment dire, extrêmement, oui, va-t-en-guerre dans sa logique et qui compare, bien sûr, que les événements du 7 octobre sont le massacre des Juifs le plus important depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Il a raison en ce sens, mais bien sûr, il passe sous silence aujourd'hui ce qui est en train d'advenir aux Palestiniens, et Ouais. ça, effectivement, c'est deux poids, deux mesures. Ouais, ça c'est certain. Alors, autre «erreur» entre guillemets, enfin vous allez nous dire ce que vous en pensez, après le tir contre ces humanitaires de l'ONG américaine, par Tsahal, ce sont ces missiles israéliens tirés contre le consulat iranien à Damas. Là, vous allez nous dire à quel point c'est important, mais il me semble qu'on dépasse normalement les règles de déontologie les plus fondamentales des relations, diplomatiques.
Oui, alors on voit malheureusement que Netanyahou est dans une logique totalement jusqu'au-boutiste, probablement pour sauver sa peau, et on ne peut pas s'empêcher de faire le parallèle avec Zelensky en Ukraine. On a là deux responsables politiques qui sont prêts à tout, à un accroissement de l'intensité de la guerre pour essayer de se protéger à titre personnel. Et le tir des missiles israéliens sur le consulat de Damas, qui a tué au moins 13 personnes, dont bien sûr des membres des gardiens de la Révolution, est une nouvelle façon d'attiser le conflit. Et j'ai envie de dire, c'est très paradoxal ce que je vais vous dire, mais heureusement que les Iraniens sont beaucoup plus mesurés. Ils ont bien sûr prévu une riposte, mais ils ont rappelé que leur intérêt n'était pas d'avoir une guerre avec Israël. Ils nous ont rappelé également que leur intérêt n'était pas d'avoir une guerre avec les États-Unis. D'ailleurs, dès que les frappes ont eu lieu, les Américains ont immédiatement appelé Téhéran en leur disant de ne pas frapper des sites américains. De la riposte, et c'est assez amusant. Bien évidemment, les Iraniens, ils le disent depuis longtemps, on redit aux Américains, faites attention, nous allons être, vous et nous, entraînés dans un piège qui est tendu par Netanyahou, qui voudrait bien sûr que toute la région s'embrase. Et on arrive dans un vrai paradoxe depuis quelque temps, c'est-à-dire qu'on observe finalement beaucoup plus de mesures et de rationalité de la part de chefs d'État que l'on considère comme des États totalitaires, c'est le cas de la Russie, c'est le cas de l'Iran et c'est le cas de la Chine, que de la part des Occidentaux, ou qu'ils soient israéliens, otaniens ou américains, qui ont tendance à faire un petit peu n'importe quoi. Et là, la politique internationale de Netanyahou est un danger véritable, bien sûr pour l'État d'Israël et le peuple israélien, mais pour tout le Moyen-Orient. Mais c'est très important ce que vous dites et surtout ça nous change radicalement de paradigme par rapport au début de ce conflit qui était lié aux terribles attaques contre les Israéliens, puisqu'au départ on pensait que ce serait plutôt un piège iranien pour embraser la région, justement empêcher la normalisation d'Israël. Et là, finalement, on a l'impression, enfin eux, évidemment, chacun tient son discours, mais on entend l'autre partie du discours qui est celle de dire c'est un piège voulu par Netanyahou. Oui, alors en même temps, les Iraniens ont tiré parti de ce conflit, puisque effectivement les accords d'Abraham sont quand même plus que menacés. Oui. Et puis ils ont réussi à, comment dire, à obtenir un statut de puissance plus reconnu. Alors, il est légitime que l'État israélien se défende et que, je dirais, il exerce ce droit à la défense, mais on reconnaît à l'État israélien ce qu'on ne reconnaît pas aux Russes. Par exemple, lorsque les Israéliens se sentent menacés par la présence des proxys et des services iraniens dans les pays voisins, et c'est le cas en Syrie, tout le monde considère qu'il est légitime, ou presque, qu'ils aillent frapper contre cette menace. Et quand Poutine fait la même chose en Ukraine, on considère que c'est une violation du droit international. Donc, encore une fois, on est dans ce deux poids, deux mesures, où on applique les mêmes règles à tous, où finalement on se contredit et on perd tout crédit. Alors, puisque vous faisiez un parallèle avec ce qui se passe entre Israël, enfin en tout cas Netanyahou et Volodymyr Zelensky, on peut parler rapidement de l'Ukraine et notamment de l'envoi de troupes ou pas en Ukraine et ce qu'en a dit Anthony Blinken. Mmh. Oui, c'était très intéressant le voyage d'Antony Blinken à Paris. Alors, on se pose toujours la question, pourquoi est-il venu? Est-ce qu'il est venu tancer Emmanuel Macron pour ses discours excessifs, ou au contraire l'encourager à le continuer, puisqu'on sait que l'argent que les Américains, surtout les néoconservateurs démocrates, destinent à l'Ukraine est toujours bloqué par le Congrès? En tout cas, il y a eu une double déclaration très intéressante d'Antony Blinken la semaine dernière à Paris. La première, c'est qu'il a redit avec force que l'envoi de troupes en Ukraine ne correspondait pas aux intérêts américains, qu'il s'opposait à l'envoi de troupes de l'OTAN de toute façon, car ça ne pourrait que rapprocher d'un conflit direct avec la Russie. Surtout, il a dit une chose très nouvelle que je n'ai jamais entendu dire côté américain, c'est qu'il ne soutenait pas les frappes et les actions de commando ukrainiennes dans la profondeur du territoire russe. Ça, c'est très nouveau et ça montre, si ce n'est pas du double discours, une certaine volonté De de, distance. comment dire, voilà, de réduire le conflit. Bon, par ailleurs, il y a eu une réunion des ministres de la Défense, des Affaires étrangères de l'OTAN, à laquelle Kiev a souhaité participer. Cette demande a été rejetée. Et selon le New York Times, ce sont les Allemands et les Américains, de manière assez étonnante, qui sont à l'origine de ce refus et qui s'opposent toujours, pour l'instant, à l'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN, qui considère que tant que le pays est en conflit, il n'est pas question qu'il adhère à l'organisation de l'Alliance Atlantique. Et en même temps, on a entendu Anthony Blinken, pardon, alors peut-être justement la différence entre les actes et les paroles, dire l'Ukraine fera partie au futur de l'OTAN.
C'est tout le problème aujourd'hui avec le discours de l'OTAN et des Américains, c'est qu'on se demande en permanence si c'est une vérité, si on est dans le mensonge, dans le double discours. Ouais, c'est ça. C'est finalement un peu le en même temps à l'américaine, Oui, si je c'est puis ça. dire. Puisque Stoltenberg, le patron de l'OTAN, a déclaré qu'il réfléchissait à un fonds de 100 milliards de dollars pour aider l'Ukraine. Donc finalement, il faut en permanence décrypter les comportements occidentaux, non pas dans les discours, mais sur les actes. Allez, dernier point, important, il me semble, pour nous, Français, c'est l'échange entre, notre, ministre de la défense et son homologue russe. Oui, alors le Cornu a appelé le ministre de la Défense russe Shoigu tout début avril, c'est-à-dire il y a quelques jours, une demande urgente de la part de la France concernant, bien sûr, la coopération antiterroriste. La France avait dit, après les attentats du 22 mars, qu'il souhaitait renforcer la coopération antiterroriste avec la Russie. Finalement, ce n'est pas tant pour aider la Russie que pour sécuriser les Jeux olympiques. Alors, bien sûr, il y a eu une démarche circonstanciée. Nous avons présenté nos condoléances suite à l'attentat du Crocus. Mmh. Voilà. Maintenant, les Russes sont toujours prêts à rouvrir les négociations, ils l'ont toujours dit. Ils ne sont pas dupes, bien sûr, de la motivation des Français dans ce contexte. Ce qui est très amusant, c'est qu'ils ont d'une certaine manière instrumentalisé cet appel en demandant, bien évidemment, aux Français de les assurer qu'ils n'étaient pas responsables de l'attentat du 22 mars, puisque les Russes considèrent toujours qu'il y a eu une aide occidentale, Mmh. sans aucune preuve d'ailleurs pour l'instant. Voilà. Et puis, ils ont déclaré qu'ils étaient toujours prêts à parler, de partie à parler sur l'Ukraine. Mais les Russes nous ont prévenus très aimablement que nous aurions des petits problèmes si nous envoyions des forces françaises sur le terrain aux côtés des troupes de Kiev. Alors, juste le dernier point, je crois qu'il est important de le rappeler, ça concerne la sécurité des Oui, JO. vous avez raison. C'est que là, on est dans un vrai paradoxe. Macron, le va-t-en-guerre, qui veut envoyer des troupes en Ukraine, aujourd'hui fait appel à des militaires polonais Mmh. et d'autres pour sécuriser les Jeux olympiques. Alors ça, c'est un paradoxe absolument abyssal, si je puis dire, parce que nous avions l'habitude dans les grandes manifestations précédentes, la Coupe du monde du rugby, l'Euro, d'avoir des policiers étrangers qui étaient là pour jouer presque le rôle de traducteurs et de poursuite en justice de leurs citoyens qui venaient assister au match. Mais c'est tout à fait différent, c'était quelques centaines de policiers. Aujourd'hui, on parle de 2300 militaires étrangers, et notamment des Polonais qui eux-mêmes doivent aujourd'hui assurer la sécurité de leur pays face à la Russie. Donc c'est à la fois une démarche inédite, et en termes de souveraineté, on doit s'interroger, comme si nous n'étions pas capables d'assurer nous-mêmes la sécurité sur notre propre territoire. Et puis ensuite, c'est vraiment, je dirais, un pied de nez incroyable à cette situation en Ukraine où nous voulons envoyer des troupes alors que nous sommes obligés de faire appel aux étrangers Ouais. pour nous aider chez nous. Et pour nous aider, et peuvent-ils vraiment nous aider? Enfin, le Par ailleurs. la situ oui, voilà, il y a aussi la question de: est-ce que ça peut vraiment assurer notre sécurité? C'est encore un autre sujet, sans compter le nombre de stagiaires et je ne sais plus trop quoi, qui sont formés, à la va-vite, soi-disant pour faire des contrôles de sécurité. Merci beaucoup Éric de Nessé.